Hector Obalk, dont le nom est apparu quand vous aviez quelque chose comme 24 ans. Non, pas du tout. Non 15 ans. 15 ans, mais a été connu quand vous aviez 24 ans, quand vous avez fait paraître les mouvements de mode expliqués aux parents. Vous aviez 24 ans à ce moment-là. Mais ce nom, Hector Obalk, qui n'est pas votre vrai nom, mais qui sonne merveilleusement... Merci. C'est une invention de lettre à lettre. Vous voyez, je ne fais pas partie de ces adolescents mélancoliques qui ont lu des romans dans lesquels ils sont réfugiés. Ils aimeraient tellement s'appeler Julien Sorel, et du coup ils s'appellent Sorel, Serol, ou qui font... Moi, il n'y a pas d'anagramme, c'est... Toutes les lettres ont été choisies parce que je trouvais que ça sonnait bien. Le O, le B, le A, c'est magnifique. Le Obalk, vous voyez. Peut-être aussi, je trouvais ça peut-être un tout petit peu difficile à prononcer. Et dans le narcissisme de l'adolescence, peut-être que ça me faisait plaisir de savoir que les gens... Parce que ça, je sais qu'ils sont obligés de faire un effort, sinon ça s'appelle de l'irrespect. Donc sachant qu'ils devaient faire un petit effort pour prononcer mon nom, ça veut dire qu'ils avaient une attention... qu'ils ne m'auraient peut-être pas accordé sinon. Vous voyez, les stratégies d'adolescence pour se faire remarquer sont infinies, et sans doute le fait d'avoir inventé un pseudonyme, alors que j'aime beaucoup mes parents, que je suis très... que je n'ai pas eu de crise d'adolescence, que je n'ai... Vous voyez, je n'ai pas eu... j'ai pas connu l'âge de rébellion, etc. Peut sembler curieux d'avoir pris un surnom. Ça devait être un élan de mégalomanie très grand, c'est-à-dire... je serais tellement important qu'il faut absolument protéger ma famille. Il faut toujours... Je ne pouvais pas savoir le nombre de facéties que je pouvais trouver pour justifier un nom. D'abord, ça a été Obalk, ensuite David Obalk. Après David Obalk, je trouvais que ça faisait trop juif, et j'ai pris Hector Obalk, qui était mon deuxième prénom, parce que ma mère, le deuxième prénom que ma mère m'a donné, c'était Hector, qui était le prénom de mon grand-père. Voilà. Donc vous aviez 15 ans quand vous avez pondu cet autre vous-même, enfin cet alter ego. Non, c'était la signature. Je voulais que... De toute façon, j'étais, je crois, entre 12 et 15 ans, j'étais un petit peu... malade de respectabilité. Après, j'ai pas eu peur de jouer au pitre. J'étais plutôt un rigolo, si vous voulez, mais j'étais donc la respectabilité quand on a les petites classes de lycée, qu'on appelait à l'époque le CES, passait par des tas de détails dont vous n'avez pas idée. Tout le monde écrivait avec une écriture bleue, vous savez, le stylo bleu. Moi, c'était noir, pour faire comme mon père. Tout le monde avait un cahier de texte. Moi, j'avais un agenda Covadis. Tout le monde avait un cartable. Moi, j'avais une mallette d'Elsey. Et tout ce que vous pouvez faire pour faire sérieux. Tout le monde prenait du sel. Moi, je prenais du poivre sur ma viande. Vous pouvez pas savoir le nombre de trucs qu'on pouvait pas faire pour avoir l'air grand, pour avoir l'air adulte. Et surtout parce que je souffrais de ne pas être pris au sérieux, on va dire. Et alors, j'ai tellement souffert de ça que j'en ai fait presque une... Alors qu'après, oui, dans toute parce que moi, j'ai pas eu une carrière normale, hein. J'ai commencé... C'est vraiment pas normal, ma carrière. J'ai pas commencé par les études, j'ai fini par les études, j'ai commencé par le succès. J'ai fait un livre qui était un best-seller quand j'avais 23 ans. Je passais à Apostrophe, qui était l'émission dans laquelle il fallait passer quand on faisait des... etc. Donc, j'ai rien fait de normal, vous voyez. Et après, j'ai dû prendre un certain malin plaisir à passer pour un clown, alors que j'étais quand même assez sérieux comme garçon, quand on y pense, etc. Donc voilà, ma vie était un peu comme ça. C'est pratiquement du dandysme, ça. Oui, tout à fait, tout est possible. Et puis oui, mais c'est toujours compliqué, parce que je méprisais les dandys aussi. Je prétendais que j'étais pas dandy, non, je pense que je l'étais pas. Si je devais l'être à cet âge-là, oui. Au sens boudelairien. Non, mais c'est fini après. Dès l'âge de 16 ans, après, j'étais plus du tout un dandy. J'étais passionné, qui avait compris que de toute façon, ça lui prendrait des décennies pour convaincre son monde. Et donc, en attendant, il ferait mieux d'avoir le pouvoir en amusant ses copains. Et donc, j'étais un grand clown. Voilà. Vous avez parlé de votre mère, Henriette Walter, linguiste. Votre père, ce père réactionnaire que vous essayez de convaincre que la peinture moderne était beaucoup mieux que l'ancienne, qu'est-ce qu'il faisait ? D'abord, il n'était pas si réactionnaire que ça. C'est vrai qu'il était, il était un peu traditionnel pour la peinture. C'est celui qui m'a le premier influencé, mon père, parce que c'était l'homme brillant à la maison. Ma mère était la femme, comment dirais-je, réservée.
C'est très drôle, c'est dans une famille, quand vous passez d'un père brillant, qui est celui qui apporte, les psychanalystes vous le diront, c'est très important, qui apporte l'argent à la maison, et qui a permis à ma mère de reprendre ses études à l'âge de 35 ans. Et ma mère, après, est devenue professeure à l'âge de 50 ans, ou je ne sais quoi, d'université, j'entends, et puis a fait une belle carrière de linguiste, etc. Et puis, mon père, c'est devenu, après avoir été le chef de famille, était devenu de plus en plus c'était extrêmement touchant, le secrétaire de maman, celui qui tapait ses textes, celui qui l'emmenait en voiture, celui qui, etc., etc. Et j'ai vécu ça entre l'âge de 15 ans et l'âge de 30 ans, le passage de pouvoir, si vous voulez, de mon père à ma mère au sein du milieu familial. Voilà. Il faisait quoi dans la vie avant d'être secrétaire et prince consort? Il était ingénieur conseil, il était dans l'industrie, il avait fait des études, c'était un type assez érudit, très gentilhomme du XVIIIe siècle, comme on dit, c'est-à-dire il était agrégé de physique et chimie, mais également licencié lettres. Il était beaucoup plus intéressé par la littérature que ma mère, par le geste, par Cyrano de Bergerac, qu'il connaissait par cœur, comme beaucoup de gens de cette génération. Mais enfin, il récitait aussi plein d'autres choses de poésie par cœur. Il aimait l'opéra bouffe, il aimait... quand il va voir des films, ça doit toujours être des films qui sont drôles. Si jamais ça finit mal, il veut pas y aller. S'il y a de l'humiliation dans un film, il part de la salle. C'est un sentimental, mon père. Extraordinaire. C'était quelqu'un qui a découvert dans la famille de ma mère une chaleur qu'il n'avait pas chez lui. Sa famille... Une famille catholique. Il a été élevé chez les jésuites. Il s'est fâché toute sa vie avec... Il est toujours en conflit avec sa propre mère. Son père lui a dit, quand il a raté l'école polytechnique, tu es un imbécile, mon fils. Il lui a dit, tu me le diras pas 2 fois. C'était un rapport très sympathique, si vous voulez. Et il a connu chez ma mère, qui est juive, d'origine tunisienne, et qui aussi était relativement singulière, puisque ma mère est partie et a quitté le foyer juif. C'est pas évident en 1949 de partir faire des études à Paris. C'est pas du tout comme dans les années 60 ou 70, imaginez-le. Et donc elle est partie faire des études, elle a rencontré mon père là. Et c'est tout à fait un autre monde, si vous voulez. Et je pense que le monde méditerranéen de ma mère l'a emporté dans l'esprit de mon père. Mon père a été enjuivé, on peut dire, par la famille séfarade de ma mère. Ça veut dire quoi, enjuivé? Il y avait une atmosphère méditerranéenne. Juif séfarade. Ça veut dire que j'y ai réfléchi pendant une 30aine d'années, ce que ça voulait dire. Et j'en ai conclu que il y avait une très grande différence avec si vous voulez, c'est la vanité contre l'orgueil. On pourrait dire des choses comme ça. C'est-à-dire, on n'a pas peur d'être fier de son fils, on n'a pas peur d'être fier de ce qu'on a fait. Bref, c'est la vanité, on peut dire, avec tout ce qu'elle peut avoir de chaleureux et de positif à mes yeux. J'ajouterais même de courageux, si vous voulez, et qui souvent énerve beaucoup de gens, contre l'orgueil, qui est celui de ceux qui veulent toujours qu'on dise du bien de vous et qui jamais n'oseraient en dire soi-même, et qui est simplement un signe d'hypocrisie. Donc là, pour moi, il y a un enjuvement tout à fait net dans l'idée d'un certain juif séfarade qui n'a pas froid aux yeux. Vous voyez, que tout le monde trouve peut-être très antipathique, mais moi, personnellement, que je trouve extrêmement sympathique et que j'aurais bien aimé être, mais je ne suis que la moitié d'un juif. Voilà. Mais j'ai l'impression que vous avez une mère juive, alors. Oui, vous êtes le fils d'une mère juive. Non, mais mère juive au sens Woody Allen du mot. Non, pas du tout. C'est des emmerdeuses, les mères juives de Woody Allen. Moi, ma mère est remarquable. Enfin, c'est une des femmes les plus tactful que je connaisse, les plus délicates. Qui est assez extraordinaire dans sa manière de ne jamais élever le ton, de ne jamais s'énerver, de ne jamais être lassée, d'être toujours souriante. C'est extraordinaire, ma mère, pour ça. Et d'ailleurs, toutes mes petites amies, notamment la dernière, se plaint beaucoup que j'ai une mère comme ça. Non pas qu'elle l'aime pas, elle l'adore, mais elle pense que vraiment j'ai été mal élevé par ces femmes qui, par l'habitude d'avoir été dans ma jeunesse avec une femme qui n'avait pas d'humeur, au sens avoir ses humeurs. Et c'est vrai que maintenant, le signe même de la vulgarité
et dans le haussement d'épaule, dans le mouvement d'humeur, dans le mal à répondre, dans toutes ces choses-là auxquelles je ne suis pas du tout habitué et auxquelles j'ai décidé de ne jamais m'habituer. Voilà. C'est un chant d'amour, ça. C'est assez rare. C'est assez rare de le dire, je crois. Le penser, sûrement que des tas de gens pensent des choses comme ça de leurs parents, mais le dire, ça me semble devenu de l'ordre de l'indicible, justement, de l'ineffable, pour reprendre un mot que vous utilisez à propos de la peinture, mais qu'on pourrait utiliser à propos des sentiments et des relations. Si vous voulez, c'est impudique de le dire, sûrement, mais moi je suis pour l'impudeur et je suis contre ce que les pudiques appellent la dignité. Qui n'est pour moi qu'une monstruosité d'orgueil dans laquelle je suis en train de regarder une série qui s'appelle Downton Abbey, qui est une très bonne série anglaise, qui reprend un peu la thématique des vestiges du jour, dans lequel tout le monde trouve ça très grand, très beau, très noble, très digne, de ne jamais dire qu'on s'aime, de ne jamais donner de signes dits de faiblesse. I love you, my daughter. I know I shouldn't say this because I'm English. Des phrases comme ça. I love you, Mr. Bates. I know a lady shouldn't say so. Des trucs. Et tout le monde trouve ça magnifique, très grand, très beau. Et je trouve ça juste lamentable, lâche, comment dirais-je, masochiste et pervers. Donc je préfère la Méditerranée. Alors, méditerranéen, vous l'êtes, Hector Obal. C'est très frappant quand on vous regarde dans vos petites prestations télévisées, quand on vous laisse 6, 7, 8, 12 minutes, enfin 12 c'est rarement d'ailleurs, plutôt 7, 8, pour défendre un peintre, pour évoquer une question comme ça, de voir justement l'enthousiasme, l'impudeur, le lyrisme que vous vous permettez, le danger où vous vous mettez, finalement. Vous vous livrez, là vous êtes en train de vous livrer. Petite précision, tout à l'heure, pendant une pause médicale, vous m'avez dit, si vous voulez, on peut parler de ma vie privée, ça ne me gêne pas du tout. C'est très rare qu'un interlocuteur me dise ça. Faites-moi parler de ma vie privée. Je voudrais quand même ajouter un petit point. C'est que, vous voyez, moi, j'ai ma personnalité, j'ai mes goûts, j'ai mes tendances, il y a des gens que je préfère, il y a même les religions que je préfère, à d'autres. Ça n'entre pas en ligne de compte dans mon travail de critique d'art. Je n'ai pas de préférence au niveau de l'art. C'est très intéressant parce que c'est important parce que c'est juste le contraire de ce que je viens de dire tout à l'heure. Je m'explique. Il y a un art protestant, il y a un art catholique. Il y a très peu de peinture juive, je vous le dis tout de suite. Donc il faut qu'il travaille encore avant d'arriver à quelque chose à peine au XXe siècle. Chagall, c'est pas... Ce que je veux dire par là, c'est que Rubens, ce n'est pas Van Eyck, quoi. Vous voyez, c'est des visions du monde fort différentes, et ces visions du monde sont morales. Elles ne sont pas juste différentes pour des couleurs ou des ambiances. C'est un rapport à l'autre qui n'est pas le même, vous voyez, chez Rubens ou chez Van Eyck ou chez Philippe de Champagne, etc., etc. Donc, Rubens, le rapport à l'autre, n'a absolument rien à voir. Mais moi, je n'ai pas de tasse de thé. En musique, j'ai ma tasse de thé. Il y a des musiques que j'aime, d'autres que j'aime pas, d'autres qui me sont insupportables parce que je fais pas l'effort, parce que ceci. Mais moi, en peinture, pas du tout. En peinture, vous voyez, quand on commence à s'y connaître vraiment en peinture, d'abord, on n'a pas 3 peintres préférés, on en a au moins 16, vous voyez. Et c'est pas vos peintres préférés, c'est juste les meilleurs, parmi les 58 déjà élus. Et j'insiste sur le fait que, si vous voulez, je ne confonds pas l'admiration qu'on peut porter, autrement dit l'estime qu'on peut porter à un peintre, avec le fait qu'on aime l'univers qu'il a créé pour vous. Je n'ai pas de penchant personnel. Je me sens ni mieux ni moins bien dans un univers protestant que catholique. Je prétends ne m'intéresser qu'à la qualité des choses comme si j'étais moi-même catholique avec les catholiques et protestant avec les protestants. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire que il y a un moment, vous voyez, où le jugement esthétique s'oppose au jugement de goût. Le jugement de goût, c'est quelque chose, je dis ça pour revenir, c'est quelque chose qui a à voir avec, voilà, où vous avez vaguement mélangé à la fois votre jugement esthétique et vos sentiments personnels. Et là, pour bien vous montrer que non, je dis bien que ça n'a plus rien à voir dans ma tête. C'est-à-dire que c'est pas que je m'y sens bien. C'est juste que
on a estimé, même si ça relève du jugement esthétique, on a estimé que là, il y avait quelque chose d'admirable, d'extraordinaire, de génial, etc. dans la peinture. Donc, vous voyez, l'exercice du critique d'art, c'est finalement celui de Zelig, le héros de Woody Allen, celui qui a autant de personnalité qu'il s'est plongé dans des artistes différents. Et l'important, c'est juste qu'il ait gardé son jugement. J'insiste sur ça parce que les gens voient pas cet aspect musculaire, si vous voulez, cet aspect. Si c'est un effort pour moi de visiter l'atelier d'un artiste, parce que souvent je suis demandé, c'est parce que c'est un effort de me mettre dans la peau de l'artiste. Mais une fois que j'y suis, j'essaie de lui dire le meilleur, de ce que j'ai pu lui dire pour essayer de tirer le meilleur de son art et d'essayer de critiquer le moins bon. Et très souvent, je vous le dis, je ne dis que ce que l'artiste pensait sans oser le dire lui-même. C'est d'où le fait que je prétends parfois avoir un jugement sur Rembrandt qui est celui que Rembrandt avait lui sur ses propres peintures. Enfin là, si je vais jusque-là dans la prétention, je vais être très antipathique à la fin de l'interview. Voilà, je voulais préciser ce point-là. Mais il y a quand même des peintres qui appartiennent à votre goût, il y a ceux qui appartiennent à votre jugement et ceux qui appartiennent à un jardin secret, en somme, non? Absolument pas, de chez absolument pas. Non, j'ai pas de... Vous voyez, je n'ai pas... Si vous voulez, l'idée de regard froid, qui parlait du regard froid, Nimier, si j'ai bonne mémoire, peu importe, l'idée de regard froid me semble mal collée avec vous, Hector Balck. Mais il fallait quand même que je vous le dise. Si, c'est le cas, c'est-à-dire, c'est pas un regard froid, c'est un regard dans lequel je prétends n'avoir rien apporté de moi-même. C'est pire que ça, vous voyez. Je prétends avoir le regard empathique. Par empathie. J'étais du côté d'eux. Tout est dirigé vers ça. Quand vous commentez Bonnard, vous devenez Bonnard. Je suis l'ombre noire de Bonnard. C'est ce que je dis beaucoup de mal de Bonnard aussi. Vous voyez, comme si j'étais son personne. Oui, voilà, c'est ça. N'empêche que vous en parlez fort bien. Oui, notamment de la différence entre le Bonnard des paysages, l'éclatement, l'explosion de la lumière et de la joie de vivre et tout ça, et la mélancolie profonde de tous les personnages, dont lui-même quand il s'autoportraitise d'ailleurs. Oui, et puis je suis pas non plus... je dis aussi que quand il fait des nus à la salle de bain, il est quand même proche du ridicule, tellement c'est tellement moins beau que le tableau dont ils sont décalqués, qui sont les tableaux de Degas. Non mais c'est ça, si vous voulez. Toute la grandeur du critique d'art, c'est justement de ne pas aller vers ces choses. Ce n'est pas de retourner vers sa mère, là en l'occurrence. La critique d'art, ça consiste à vous voyez, quand je me suis intéressé à l'art égyptien, tout d'un coup, j'y connaissais moyennement. Puis tout d'un coup, on voit bien quand on commence à travailler, on dépasse les 50% de connaissances. Et tout d'un coup, on a un jugement. On se dit, ouais, je suis autorisé à la voir, je vois à peu près. Voilà, j'ai dû filmer 800 pièces différentes. Je les ai bien regardées. Tout d'un coup, ça y est, je m'y connais entre guillemets. Et je suis dans leur truc, vous voyez. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est ça, si vous voulez, l'artiste, sa grandeur, c'est d'être lui-même. Le critique d'art, sa grandeur, c'est d'être les autres. Comment vous avez éduqué votre œil? En regardant? De proche en proche, voilà, de proche en proche. Parce que j'imagine que vous êtes complètement vous êtes autodidacte. Oui, j'ai fait des études très tardives, vous savez. J'ai fait des études à l'âge... D'abord, j'ai fait des études bâclées entre 18 et 22 ans, où j'ai dû aller jusqu'à la maîtrise de l'art. Enfin, je n'allais jamais au cours, je n'allais qu'aux examens, j'ai même pas eu la maîtrise en entier. Enfin, tout ça n'a aucune importance. J'ai fait mon best-seller sur la mode à 23 ans. Et j'ai fait après de la philosophie analytique, parfois appliquée à l'esthétique, parfois pas, avec Jacques Bouvresse, François Rivinc et d'autres professeurs, entre 28 et 32 ans. Donc j'ai fait de la philosophie tardivement. Donc j'ai fait des études tardives, si vous voulez. Et parce que je sentais que ça manquait à ce qui m'intéressait dans la vie, à savoir une philosophie un peu rigoureuse. Donc je dis ça parce que, vous voyez, je n'ai pas de pudeur par rapport à ma vie privée. Vous voyez, c'est même pas que je la censure, c'est que j'y échappe en faisant de la critique d'art. Maintenant, si vous parlez de ma vie privée, pas un problème, ce sera juste ma vie privée. Si, on peut toujours dire que la volonté de communiquer, de transmettre, de partager, de faire sentir. Le fait, par exemple, vous voyez, pour moi, que je suis tellement malheureux de savoir que je vais voir un truc formidable et que je vais être tout seul. J'ai toujours besoin d'être accompagné. Alors, parfois, c'est des assistants, parfois, c'est des invités que j'ai à mes tournages. Et vous voyez, je fais partie des gens qui, si on leur disait, tiens, tu vas sur la Lune, et on te disait, ouais, mais tu peux pas y aller avec quelqu'un, je dirais, j'irai pas.
j'ai une frustration énorme de savoir que je suis seul à admirer quelque chose et à avoir du plaisir. Donc ça, c'est juif, ça. Je vous le dis. Hein.